vallée d'Esdalen est l'une des régions les plus froides et les plus isolées de la Norvège. Le 25 janvier 1981, à 16 h, alors qu'il fait déjà nuit dans cette zone, un habitant du nom de Bjorn aperçut des lumières étranges. Puis, un grand objet en l'air qui s'est immobilisé et qui ne faisait absolument aucun son. Un voisin, John Arvid, l'a vu aussi. Puis, l'a perdu de vue quand l'engin est parti brutalement. À noter qu'on ne l'a pas cru. Mais son grand-père, Martin Harpas, lui, le croyait. Donc, il s'est mis à guetter à son tour ces lumières, et un soir les a vues aussi. C'est une lumière qui se promène, s'arrête, mais disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. Il était le seul à l'avoir vue d'aussi près. Des voisins commençaient à témoigner de l'avoir vue aussi. Et finalement, une sorte d'expédition s'est montée entre ses voisins pour aller voir de l'autre côté de la montagne, là où la lumière disparaissait habituellement, une expédition en motoneige. Finalement, c'est 3 lumières que ces hommes vont apercevoir, mais qui vont se rassembler et disparaître brusquement. Les témoignages disent qu'elles auraient été aussi aperçues en Suède, donc le pays voisin. Les mêmes observations ont été faites durant un mois. Les scientifiques, durant cette période, ont recueilli des données. Leur conclusion était que les lumières n'étaient d'une part pas naturelles et d'autre part qu'elles n'appartenaient à aucun objet connu sur Terre. À l'époque où ce reportage était diffusé, une 3e expédition, car il y en avait eu 2 déjà au total, une 3e expédition scientifique était en préparation. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, en l'an 2000 puis en 2009, un astronome, Massimo Teodorani, a donc étudié à son tour le phénomène et en avait conclu qu'il y avait eu une combustion incomplète mettant en jeu des nuages de poussière provenant du sol et contenant du scandium. Voilà, selon lui, c'était ça qui produisait la lumière. Il a aussi dit qu'il avait sûrement eu de mauvaises interprétations de corps astronomiques, de navettes, de lumières de voitures ou de mirages. C'est ce qu'il dit. Peut-on considérer du coup ce mystère levé? Et peut-être bien, étant donné que je ne sais pas si de nouveau des lumières ont été observées à Esdalen, et de toute façon ce qui est certain, les extraterrestres n'ont toujours pas atterri là-bas. Le 5 novembre 1990 à 19 h, au-dessus du Massif central, une forme qui ressemble à un avion, mais un avion que personne ne connaît, vole au-dessus de Colmar. Un professeur d'aïkido, Patrick Depin, est occupé d'ouvrir la salle quand il aperçoit donc cet avion, entre guillemets, et ses élèves aussi. Un avion qui laisse des sortes de traînées lumineuses. Il filme le phénomène au caméscope, mais l'objet finit par se désintégrer comme une météorite, en produisant 2 faisceaux. Il s'agissait donc d'un ovni? Eh bien non, déjà à l'époque du reportage, on théorisait qu'il pouvait s'agir du 3e étage détaché d'une fusée soviétique. Qu'en est-il aujourd'hui? L'hypothèse d'un étage d'une fusée soviétique est aujourd'hui confirmée. Le 5 novembre 1990, effectivement, l'avant-dernier étage d'une fusée soviétique, Zonde 3, s'est effectivement détaché et est entré dans l'atmosphère. Je pense qu'on peut considérer ce mystère comme résolu. Le Ki serait une force énergétique qui sort de l'être humain. Une force inexpliquée dont il est question le plus souvent en Asie du Sud-Est, mais qui n'est pas connue des Européens. Pourtant, c'est un Français, Albert Palma, qui est au centre de ce reportage.
Comédien, il a joué dans le film L'Affiche rouge, sorti en 1976. Il y jouait le rôle d'un résistant cracheur de feu. Plutôt que de laisser faire un cascadeur, il voulut faire lui-même la scène où il était censé cracher le feu. Mais ça a mal tourné, ses poumons se sont retrouvés brûlés et lui invalide à 75%. Une amie japonaise lui a proposé de venir donc au Japon et à apprendre l'histoire du ki, de maîtriser son corps par les arts martiaux et à travers la captation des canaux d'énergie, capter une force qui permettait de maîtriser l'invisible aux yeux. Il s'agit, en fait, quand on est initié au ki, on devient capable de voir dans le brouillard, d'arrêter d'être un sabre par exemple. Certains maîtres en étant capables, comme Maître Tong qui était présenté dans le reportage. Albert Palma, qui lui-même a retrouvé toute sa motricité suite à cet apprentissage, et de plus devient un maître des arts martiaux. Selon lui, tout le monde possède le ki, mais peu le maîtrisent. Ceux qui le maîtrisent ont la capacité, accrochez-vous bien, soit de guérir totalement les autres, soit de les tuer, le tout très rapidement. Aujourd'hui, ce que je peux en dire, Albert Palma, toujours vivant, est devenu peintre, mais je n'en sais pas plus sur lui. Quant au ki, c'est selon Wikipédia un concept qui n'est pas régi par les lois scientifiques et qui est considéré comme invérifiable. Une déclaration représente le consensus scientifique sur l'acupuncture, publié en 1997, et qui a noté que le concept tel que le ki est difficile à concilier avec les informations biomédicales contemporaines, je cite. Je ne saurais donc pas vous dire, pas plus qu'à l'époque, si le ki existe et s'il fonctionne. Témoignage présenté Georges de Bellerive. Un voyant qui insistait quant au fait que l'amour et la générosité sont au centre de son métier et sont obligatoires, en quelque sorte, pour voir clairement les choses. Les images, quand il fait de la voyance, lui arrivent comme dans un film, en quelque sorte. Un jour, il a vu qu'une consultante se ferait renverser par une voiture. Il n'a pas vu, en fait, mais ressenti les émotions fortes que cela faisait d'après lui. Plus tard, il a reçu un avocat du nom de Joël Paul. Il eut un flash qui lui montrait un danger dans un petit avion. 3 ans plus tard, Joël Paul se rendit en Bolivie en vacances. Et il avait toujours évité jusque-là de prendre un avion privé à cause de cette prédiction. À l'hôtel, il rencontra un couple français qui lui suggéra de partir en excursion dans la forêt bolivienne. Pourquoi pas? Jusqu'à ce que ce couple explique que pour y aller, il fallait prendre un avion privé. Pas à l'aise, Joël Paul refusa. Le couple, lui, partit en excursion le lendemain, mais le cockpit de leur avion explosa. Ils furent tués, mais Joël Paul, lui, était toujours là pour témoigner. En plateau, on avait invité d'autres voyants, dont Yael Didier et Maud Christen. Maud Christen parvient à deviner qu'un objet qu'on lui avait fait deviner ce qu'il était et d'où il venait était un morceau du mur de Berlin. Elle voyait une tension impliquant des jeunes gens, un pays froid, une barricade, et parvint aussi à deviner qu'une montre qu'on lui avait donnée était marquée effectivement. Alexandre Balou révéla que c'était la montre de sa première communion et que sa femme venait de lui faire restaurer. Que dire de tout cela aujourd'hui? Que Georges Bellerive est mort en 2009. Mais il exerçait encore en 2004. Et l'émission Mystère l'aurait littéralement révélé. Comment a-t-il su ce qui est arrivé à Joël Paul? Eh bien, je n'en sais pas plus que vous.
pas plus que si c'était vrai ou si c'était une coïncidence. Je sais, j'en vois déjà deux au fond qui rigolent, mais attendez que je vous présente comment les choses étaient à l'époque. L'invention de l'écriture remonte à 3300 ans avant notre ère et chez les Sumériens. Mais, et si l'écriture était encore plus ancienne et qu'elle était née en Occident? Ah, vous voyez, là il y en a tout de suite que ça intéresse. En 1924, un vacher de 17 ans, Émile Fradin, veut aider sa vache qui s'est enfoncée dans de la boue en traversant un champ. Ce faisant, il trouve un crâne humain et aussi un vase. Il les présente à un chercheur du nom d'Antonin Morlet, qui voit que des signes très étranges sont tracés sur les poteries. Tout cela fait venir des touristes, car nous ne sommes pas loin de Vichy. Les curistes s'intéressent beaucoup à ce champ, et ils retrouvent aussi certains objets qui sont datés de 1600 ans avant Jésus-Christ. Ils retrouvent eux aussi certains objets. Donc eux aussi marqués de certains hiéroglyphes qu'on date de 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000 ans, c'est beaucoup plus que 3300 ans donc. Et encore, je vous donne la datation actuelle. À l'époque, on croyait que ça faisait seulement 1600 ans. Mais ça revient au même. 5000 ans, ça poutre tout. On disait d'Émile Fradin qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour fabriquer lui-même tous ces artefacts. Mais tout cela restait quand même incongru. En 1929, il se fit accuser d'escroquerie. Mais ça se solda par un non-lieu, et la guerre fit oublier ce lieu. En 1941, on interdit même de fouiller le sol sans autorisation. Le docteur Antonin Morlet revint sur les lieux en 1966. En 1972, il obtint l'aide de l'ingénieur Henri François. On envoya à 3 laboratoires différents des artefacts qui datèrent par carbone 14 puis thermoluminescence l'objet le plus ancien de 15 000 ans et qui était lui aussi couvert de signes. En 1983, on fouilla encore une fois, mais cette fois-ci, plus rien. Émile Fradin, lui, obtint les palmes académiques. Sur le plateau, eh bien Émile Fradin, il n'était pas là. Il voulait pas faire attirer encore plus de visiteurs, des visiteurs ignorants qui auraient tout cassé, sur ce chantier de Glozell qu'il comptait protéger. Que dire de plus? Eh bien, non, le mystère de Glozell n'en est pas un, mais ça vous devez le savoir. L'affaire a depuis été exposée comme un canular, beaucoup de vidéos en parlent, je vous laisse les retrouver. En effet, après de nouvelles analyses et datations, le ministère de la Culture a rendu public en 1995 un rapport qui estime que le site date principalement de l'époque médiévale, tout en comptant de nombreux objets de l'âge de fer. Et le rapport conclut également que le site a été surchargé, à une date indéterminée, de contrefaçons, dont les auteurs demeurent inconnus. Est-ce Émile Fradin? Peut-être pas forcément, mais dans ce cas-là, le pauvre homme avait été bien naïf. Et que ce soit lui ou pas lui d'ailleurs, vous avez deviné ce qui s'est passé. Les objets en surcharge dont j'ai parlé ont été couverts de ces fameux signes pour faire sensation. Mais en fait non. L'écriture n'a pas été inventée il y a 5000 ans en Occident. Vous pouvez toujours vous souvenir de la précédente datation. Ça faisait bien les affaires de certaines personnes, surtout pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, en fait c'est l'Europe le berceau de l'humanité, patati patata, mais ne vous faites pas avoir par cette vision nationaliste. Encore une fois, le mystère de Glozell n'en était pas du tout un.